Bonsoir Antoine Masbous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous, Ofer Bronstein. Merci. Les circonstances de cet assassinat ciblé, qu'est-ce qu'on sait à l'heure à laquelle nous parlons? Cette immense ville de Téhéran, on peut vraiment se représenter, ville de 15 millions d'habitants si on prend toute l'agglomération, ça passe pas inaperçu. Comment les Israéliens ont-ils pu procéder? C'est la grande question à laquelle on n'a pas de réponse. La première réponse iranienne, c'est de dire que les missiles qui ont frappé, ou le missile qui a frappé la résidence de Haniyeh est venu d'un État à l'autre. Donc il n'y a pas eu d'infiltration et de trahison à l'intérieur du pays. Sauf que plus tard, on a compris que peut-être Moujahedine Khalq était très près du site en question et qu'ils auraient peut-être lancé ce missile qui a détruit une partie de la résidence de Haniyeh. En fait, ce qui est à remarquer, c'est qu'en 10 heures, hier, Israël a éliminé le chef d'état-major de la milice du Hezbollah au Liban, et 10 heures plus tard, Haniyeh, la vitrine politique du Hamas à Téhéran. Ils l'ont pas tué au Qatar, à Doha, ils ont attendu qu'il soit à presque 1600 km de Tel Aviv pour le neutraliser. Là, si on reste un instant au mode opératoire, vous semblez privilégier, les deux thèses ont été imaginées, soit l'opération commando, soit le missile. Vous privilégiez le missile? Je ne privilégie rien. Je pose des questions, mais je m'appuie sur ce qui a été dit à Téhéran pour l'évoquer. Y a-t-il eu, en tout cas c'est un tir très précis, y a-t-il eu un tir depuis le Golfe à travers un sous-marin? Y a-t-il eu un tir à partir de la base du Mossad en Azerbaïdjan? C'est pas une première. Les archives nucléaires de l'Iran ont transité par l'Azerbaïdjan pour atterrir en Israël. Donc il y a une grosse coopération entre l'Azerbaïdjan et Israël que l'Iran fait les frais. Est-ce que ça suppose une information au sol de qualité? On voit là, l'enchaînement est incroyable. Il a rencontré le président, le guide suprême Khamenei. Quelques heures plus tard, il le repère très exactement, il le tue. Oui, c'est l'infiltration, la qualité du renseignement israélien qui a manqué le 7 octobre à Gaza, mais qui s'est avéré très performant hier à Beyrouth et à Téhéran. Rappelez-vous, le père de la bombe, ou plutôt du programme nucléaire, Fakhrizadeh, qui a été éliminé il y a quelques années, c'était des infiltrations très précises et très performantes. Et est-ce que ça signifie qu'il y a des agents permanents? Ça sont le Mossad qui a infiltré préalablement l'Iran, durablement, qui infiltre de toute façon? C'est une certitude, puisqu'ils ne peuvent pas mener de telles actions régulières sans être bien installés au cœur des services et du pays. D'ailleurs, il y a quelques années, les Iraniens avaient découvert que le chef du contre-espionnage chargé de traquer les agents israéliens était lui-même agent du Mossad. Écoutez là, ce qui a été la dernière déclaration, à notre connaissance, la dernière prise de parole de Haniyeh avant d'être tué, il était en Iran. C'est un sentiment de fierté et d'honneur de nous déplacer d'une civilisation à une autre, d'un pays à un autre, dont le cœur bat pour Jérusalem, qui est au cœur du conflit contre le projet sioniste. Les pays et les peuples musulmans regardent Jérusalem comme sa première destination. Objectif Jérusalem. Oui, mais bon, Haniyeh a reproché aux Iraniens leur inaction le 7 octobre. Et ça lui a été reproché par Khamenei qui a dû reculer. Parce que quand le Hamas s'est lancé, le 7 octobre, il s'attendait à ce que l'Iran vienne au secours, que les fronts soient tous ouverts et de façon sérieuse. Il n'en était rien. Haniyeh est allé à Téhéran, il l'a dit, et c'est paru, je crois, c'était Reuters qui l'a répercuté, et donc ça a fâché les Iraniens. À vrai dire, la vraie cible des Israéliens, c'est Sinwar, mais comme ils n'arrivent pas à avoir Sinwar, l'autre cible, Haniyeh, c'est moins important, mais c'est également spectaculaire.
Pourquoi l'ont-ils tué maintenant? Tout à l'heure, c'était très impressionnant d'entendre Ofer Bronstein dire, avouer, moi j'ai serré la main à Haniyeh de façon secrète, ou en tout cas c'est une opération très discrète. C'est le moment où les Israéliens, ils ont souvent parlé avec Haniyeh. Ils ont traité avec lui. Cette fois, ils se sont dit, on le tue. Pourquoi maintenant? Parce que c'est la guerre. C'était déjà la guerre avant. Ben oui, mais ça fait 10 mois que la guerre ouverte, totale, est déclarée entre le Hamas et Israël. Comme ils n'arrivent pas à toucher, à neutraliser Sinwar, ils se sont contentés de tuer Haniyeh. Et là, ils ont dû le suivre comme son ombre. Il est arrivé le matin, il a été rencontrer le président, puis le guide, et puis le soir, il est mort. La distance, l'opération, on peut faire la distance, prendre un vol d'oiseau entre Israël, Tel Aviv ou Jérusalem et Téhéran, 1600 km. Oui. Vous le dites, ça, ils ont pu tirer de quelque part dans le Golfe, par exemple, mais est-ce que ça montre la capacité d'Israël à frapper partout? En tout cas, Israël a le bras long. Il l'a montré. Il a frappé à 1800 km à Hodeïda, au Yémen, il y a 10 jours. Là, il vient de frapper à Téhéran, et pas n'importe qui. Et si j'étais dirigeant iranien, je m'inquiéterais, parce que Haniyeh vient d'arriver, il a été logé dans une maison, tout de suite repéré et tué. Mais le guide, les chefs des passedarans, le président, eux, ils ont des résidences fixes, des QG connus et reconnus. C'est une manière de dire à tous ces gens-là, on vous tue quand on veut. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement vulnérable. Si Haniyeh, il est arrivé quelques heures après, on a su où est-ce qu'il était et on l'a éliminé, vous, encore plus, on sait où sont vos QG, où sont vos résidences, et vous pouvez subir le même sort. Du point de vue de la mentalité des Iraniens, est-ce que c'est une façon de le défier en particulier? C'était leur hôte. Tout à l'heure, Ofer Bronstein disait ça a encore un autre sens que tuer un Iranien en Iran. C'était l'hôte des Iraniens. Oui, la claque est triple là, parce que non seulement quelqu'un qui est tué à Téhéran, mais un autre qui devait être protégé parce qu'il est en guerre, parce qu'il est en quelque sorte le symbole, la personnalité la plus représentative de ceux qui ont fait le déplacement hier à Téhéran pour l'intronisation du président de la République. Et il a reçu tous les honneurs, il a été reçu par Khamenei. Le fait qu'il n'ait pas été au Qatar, est-ce que c'est décisif? C'est-à-dire qu'Israël a pu éviter le problème diplomatique, politique de le tuer au Qatar? C'est sûr. Le Qatar, c'est la base de négociation. Le patron du Mossad se rend régulièrement au Qatar et Israël a donné sa parole de ne pas s'attaquer au Hamas sur sa base qatari. Donc du coup, ils ont repéré ces déplacements. Il y allait juste en Turquie et en Iran. Et donc voilà, l'Iran a été choisi comme site de son assassinat. C'est l'occasion de rappeler le double jeu du Qatar. Le Qatar, notre ami, entre guillemets, il y a tellement d'argent en jeu. Le Qatar qui achète dans le football, etc., qui est tellement bien traité. On lèche les pieds du Qatar. Attendez. Le Qatar joue un rôle que tout le monde sollicite, c'est-à-dire les Américains, les Français, tout le monde. Il y a des otages américains, des otages français à Gaza et on demande à l'Égypte d'intervenir, au Qatar d'intervenir. Et comme le Qatar a financé le Hamas à la demande de Netanyahou, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier, eh bien le Qatar était bien vu, il était bien perçu, il avait un rôle de conciliateur, d'intermédiaire. Et donc ce rôle-là, il était approuvé par tout le monde. Et aujourd'hui, en recevant les négociations entre la CIA, le Mossad, le Hamas, sauf que Haniyeh ne pouvait pas trancher pour le Hamas. Il était là une vitrine politique, mais la décision se trouvait chez Sinwar et la communication entre les tunnels de Gaza avec Sinwar n'était pas facile parce qu'il ne pouvait pas. Sinwar n'ose pas communiquer par les voies que nous connaissons. Sinon, il serait repéré et assassiné. Vous parliez de la triple claque reçue par le régime de Téhéran. Elle est visible en Iran même. Écoutez de quelle façon la télévision iranienne annonçait la chose. Après le martyre du grand combattant Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, a souligné dans un message que le régime sioniste criminel et terroriste a par cet acte préparé le terrain pour un châtiment sévère. Et nous considérons qu'il est de notre devoir de venger le sang de celui qui a été martyrisé sur la terre de la République islamique d'Iran.
Après ça, est-ce qu'ils sont obligés de réagir? Est-ce que les Iraniens sont obligés de réagir? Pour l'instant, c'est parolé. Mais quand le général Soleimani a été assassiné par une frappe de drone américain à Bagdad en 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont beaucoup parlé, menacé, et quand ils voulaient agir, ils ont prévenu les Américains, nous allons vous bombarder à la base de Ain el-Assad en Irak. Eh bien, les Américains sont descendus dans les abris, les bombes sont tombées, il n'y a pas eu de dégâts. Et la grande surprise ce jour-là, c'est que le président Rouhani, qui était président de la République, a appris la nouvelle à la radio iranienne. Donc c'est dire que quand on est réformateur à la tête de l'État en Iran, on est au courant de rien. Zarif faisait le même reproche au Pasdaran qui l'instrumentalisait, et il était à la tête de la diplomatie, mais il ne menait pas la diplomatie de ce pays. C'est la brigade Al-Quds qui menait la diplomatie. Et regardez ces images, les réactions en Cisjordanie aujourd'hui. On voit à quel point ça va commencer à monter, évidemment. Là aussi, alors, est-ce que ce seront que des paroles ou plus? Est-ce qu'il y avait une forme d'attachement à Haniyeh, à la figure d'Haniyeh? C'est un symbole, et le Hamas en Cisjordanie, il a quand même beaucoup de gens qui l'approuvent et qui le soutiennent, qui soutiennent le combat du Hamas à Gaza. Et du coup, ils sont réprimés tous les jours. Il y a des invasions, des raids de l'armée israélienne et des colons de Ben Gvir qui les martyrisent en Cisjordanie. Vous êtes avec nous, Stéphane Goldin. Merci beaucoup. Stéphane Goldin, vous avez le regard israélien. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vous-même dirigé des opérations commando, vous avez appartenu à l'armée israélienne, évidemment votre regard complète celui d'Antoine Basbous. Est-ce que d'abord, quelle est la première réaction que vous avez éprouvée personnellement, si j'ose dire, en apprenant la mort d'Haniyeh? D'abord, une grande fierté, parce que c'est un véritable travail de renseignement. Dans le fond, c'est la force de dissuasion d'Israël qui a repris la main sur ce qui se passe dans la région depuis le 7 octobre. Je pense que c'était aussi un signe fort. Je me souviens des images de Haniyeh, je me souviens des paroles de Haniyeh qui se félicitait des massacres du 7 octobre, qui se félicitait de comment les choses s'étaient passées le 7 octobre. Et je pense que c'est un bien pour le monde entier que cette personne ait été éliminée. Est-ce que vous l'auriez tué de vos mains? Jérusalemi, ancien officier du Mossad, sur notre antenne il y a plusieurs semaines, disait « Si je pouvais le tuer de mes mains, je le ferais ». Est-ce que c'est votre cas? J'ai exactement la même réponse que Raphaël Jérusalemi. Je pense que s'il avait été devant moi, je l'aurais aussi éliminé, je l'aurais liquidé, simplement parce que c'est un assassin, c'était un assassin, c'est quelqu'un qui, en plus, au-delà de fait d'être un assassin, a mis dans la misère son propre peuple. Il faut savoir que Haniyeh, Maïchal, Sinois sont des gens extrêmement riches qui ont touché l'argent qui aurait dû arriver au peuple palestinien de Gaza. Or, ils ont pris cet argent. Mais au-delà de ça, ce sont des véritables assassins. Ce sont des gens qui ont massacré, violé, tué et qui sont très fiers de cela. Donc, il y a un côté nazi, pour dire clairement les choses, chez ces personnes-là. Et oui, je l'aurais liquidé de mes propres mains s'il avait été devant moi. Que répondre à ceux qui vous disent « On peut comprendre ça, mais ça ne sert à rien, ça ne servira à rien ». Ofer Bronstein, israélien, comme vous disiez tout à l'heure sur ce plateau, je suis contre la peine de mort et en plus, ça ne servira à rien. Ça ne servira peut-être à rien, mais je pense qu'à un moment donné, vous savez, il faut remettre les choses en perspective. Et il y a eu des choses qui ont été faites depuis le 7 octobre, il y a eu des massacres de faits. Israël, je dirais, n'a rien demandé le 7 octobre, n'a pas demandé à rentrer en guerre contre le Hamas, n'a pas demandé à rentrer en guerre contre le Hezbollah. Jusqu'à présent, c'est plutôt, je dirais, le Hamas qui a attaqué le 7 octobre le territoire israélien. Et on sait comment il l'a fait, de quelle façon il l'a fait, et de la façon la plus, je dirais, scandaleuse, la plus méchante, la plus, je sais pas le mot en français pour dire le massacre qui a eu lieu. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une riposte. Il faut comprendre, nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas au Moyen-Orient, et nous sommes pas en Europe, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Moyen-Orient. Et il y a un langage ici au Moyen-Orient. Et le langage fait que nous ne pouvions pas laisser faire les choses comme, je dirais, ça aurait pu se faire peut-être en Europe ou aux États-Unis. Je pense qu'il fallait répondre très fort et je pense que l'élimination de Haniyeh doit maintenant montrer directement
que la peur n'est plus dans le camp israélien, mais elle est dans le camp des ennemis. Et il faut que cette peur, elle soit dans le camp des ennemis, parce que jusqu'à présent, on était dans dans un jeu qui n'était pas clair, un jeu où on ne savait pas exactement où on allait. Alors c'est vrai que nous avons toujours 115 otages qui sont toujours dans les mains des terroristes du Hamas, mais je pense que cette pression militaire va justement faire que la libération des otages arrivera encore plus vite. Antoine Masbous, est-ce que vous comprenez ce que vous venez d'entendre, la clarté, l'extrême franchise de cet officier israélien qui dit « Je l'aurais tué de mes mains, de bon cœur », et les Européens et les Américains ne comprennent pas à quel point c'est le langage le seul qui se comprend dans la région? Non, je crois qu'Israël jusque-là était censé être un État de droit et qu'on ne tue pas de son propre initiative. C'est-à-dire il faut un mécanisme dans un État de droit, une décision de justice ou de politique pour éliminer quelqu'un, fût-il un Haniyeh ou autre. Mais cela dit... ça veut dire quoi? Il faudrait un jugement, une extradition, un jugement? Non, c'est-à-dire que pour tuer quelqu'un, pour ôter la vie à une personne, c'est pas une initiative personnelle et privée de la haine, de la vengeance. On n'est plus 3000 ans avant le Christ. Donc il faut... on ne tue pas de son propre initiative. Il faut un mécanisme, et ce mécanisme n'est pas une décision privée. Donc il faut des institutions. Cela dit... répondez à monsieur, pardon, puisque il va vous répondre. Mais cette personne dont je ne connais pas le nom... Stéphane Goldin. Voilà, monsieur Goldin... parle comme si la guerre a commencé hier ou ce matin, à 2h du matin. Ça fait 10 mois que Israël bombarde Gaza, il y a plus de 40 000 morts, il y a plus de 100 000 blessés. Donc on ne découvre pas simplement Haniyeh ce matin à 2h du matin à Téhéran. Donc la guerre est là, Israël tue des gens qui sont... innocents, il y a des gens qui sont innocents dans les 40 000. Israël s'émeut pour la mort de 12 personnes dans le Golan, mais aussi il y a des jeunes qui sont éliminés à Gaza tous les jours par l'armée israélienne. Stéphane Goldin. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi du terme. Pourquoi vous auriez le droit de nous éliminer? Pourquoi vous auriez le droit de nous massacrer? Pourquoi vous auriez le droit de nous tuer? Et nous, on n'aurait le droit qu'à tendre l'eau aux joues? Pourquoi? Mais de qui parlez-vous? Non, mais c'est une question... Je parle de l'ensemble du mouvement terroriste palestinien, qu'il soit à Gaza, qu'il soit dans le nord, ou qu'il soit aussi en Judée-Samarie. Que les choses soient claires, à un moment donné, c'est bon. On va donner combien de temps? Alors le droit international, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on pourrions nous plaindre à chaque fois que nous avons un massacre sur notre territoire auprès de la Cour internationale de justice. Nous ne le faisons pas, à ce que je sache. Toujours est-il que là, il s'est passé quelque chose de très grave le 7 octobre. Bien sûr que la guerre n'a pas commencé hier. C'est vrai qu'il y avait sûrement une fenêtre de tir pour liquider Haniyeh dans la nuit. Possible, personne ne le sait. Toujours est-il que c'est vrai que la guerre n'a pas commencé, elle a commencé depuis bien longtemps, cette guerre. Mais jusqu'à présent, dans le fond, quand on regarde bien les choses, je pense que le peuple palestinien a eu toutes les possibilités dans sa vie d'avoir un État. Sauf que les dirigeants palestiniens ne l'ont jamais voulu. Les dirigeants palestiniens préfèrent vivre sur la pauvreté de leur propre peuple pour éviter qu'il y ait la création d'un État. Et donc ils jouent sur le position terroriste du terrorisme. Ils manipulent ces populations justement pour qu'elles rentrent dans ce mouvement terroriste. Il faut savoir qu'en Judée-Samarie, actuellement 67% de la population est en phase complète avec les positions du Hamas. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'autorité palestinienne a perdu dans cette affaire. Parce que Abou Mazen, Mahmoud Abbas, excusez-moi, n'est plus à la hauteur pour tenir les rênes de la situation. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, nous, on ne peut pas se permettre d'être massacrés comme on l'a été à partir du 7 octobre, sans avoir aucune réponse. Alors, votre réponse, Donald Bazou, c'est on continuera sur le mode opératoire, sur ce qui a pu se passer. Mais votre réponse à Stéphane Goldin? Non, je veux dire, c'est de la propagande. Je ne peux pas accepter ça. Je veux dire, Israël a soutenu le Hamas. Vous ne faites pas de la propagande. Il a voulu soutenir le Hamas pour affaiblir l'OLP, l'autorité palestinienne plus tard. Et donc, jouer sur le mot, c'est pas grand-chose. Donc, soyons honnêtes et disons les choses telles qu'elles sont. Israël n'a pas donné d'opportunité aux Palestiniens d'être de bons voisins et les choses ont dérapé. Et c'est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un massacre inouï et c'est condamnable et je le condamne, mais aussi la réplique est 10 fois plus sévère et il va falloir trouver un espace pour les Palestiniens pour vivre à côté d'Israël et en paix avec Israël. Et pour cela, je suis convaincu qu'il va falloir une intervention des États-Unis pour se placer
entre les deux territoires et accepter et imposer la pacification. Sinon, on reste dans la propagande, on dit l'autre, il faut l'éliminer, ainsi de suite. C'est toujours de la propagande quand ça va pas dans votre sens. Mais où je suis entièrement d'accord avec vous, oui, à un moment donné, il faudra trouver une solution. Oui, il faudra peut-être aller vers un État palestinien, mais quel État palestinien dans le fond? Est-ce qu'il n'y avait pas un État palestinien à la frontière d'Israël entre 2015 et 2023? Est-ce que dans le fond, la bande de Gaza, où il n'y avait plus un soldat israélien depuis 2015 et 2023, 2005, excusez-moi, et 2023, 2005 et 2023, il n'y avait pas un État palestinien à cette frontière. On a vu le résultat. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un État palestinien réglera le problème. Stéphane Goldin, on ne va pas refaire tout ce débat historique maintenant, mais si vous permettez, progressons exactement sur ce qui a pu se passer très exactement. Je le rappelle, Monsieur Goldin, vous êtes ancien officier de Tsahal, vous avez dirigé des opérations. Qu'est-ce qu'on peut imaginer du mode opératoire? Est-ce que là, le renseignement a été décisif pour savoir, c'est très loin d'Israël, 1600 km, on le rappelait. C'est très loin d'Israël et c'est vrai que le renseignement, il faut féliciter la qualité du renseignement israélien dans cette affaire qui a fait preuve d'ingéniosité, mais aussi de haute technologie, d'intelligence, puisque cela s'appelle en anglais l'intelligence. Moi, si j'ai bien compris, le missile qui a éliminé Haniyeh n'est pas parti d'Israël ou d'un autre pays, il est parti d'un endroit très très proche d'où se situait Haniyeh à Téhéran. Donc, il faut savoir qu'il y a sûrement, je dirais, au sein du territoire iranien, des gens, en tout cas, qui sont prêts à aider Israël. Vous savez, disons les choses clairement, la grande majorité de la population iranienne est consciente de ce qui se passe au Proche-Orient et à cause de la République islamique. Et d'ailleurs, on voit des manifestations quotidiennes contre le régime islamique en Iran. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que je peux savoir, c'est que le missile qui est parti pour liquider Haniyeh est parti d'un endroit assez proche d'où il était. Ça veut dire quoi? On se représente cette immense ville de Téhéran, c'est 10 millions à peu près, un peu moins de 10 millions le centre, mais si on élargit la ville au sens large de l'agglomération, c'est 15 millions. C'est une immense ville. Oui. Ça veut dire que dans la banlieue de Téhéran, voilà, on a une image, quelque part là dans la banlieue de Téhéran, un commando a pu installer un missile et le faire partir sur la maison exactement. Exactement, oui, c'est ce qui a dû normalement, c'est ce qui a dû se passer. D'après tous les renseignements et tous les dires qui arrivent à l'heure où l'on parle. C'est pas un missile qui est parti d'Israël ou d'un autre endroit, c'est quelque chose qui est parti de Téhéran, un lieu relativement très proche de l'endroit où était caché Ismaël Haniyeh. Est-ce que l'assassinat ciblé s'apprend en particulier, alors, tous les pays du monde le font à un degré ou à un autre, mais enfin, les Américains l'ont beaucoup fait, Israël l'a beaucoup fait. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend dans les services israéliens? C'est une question qu'il faudra poser aux services israéliens. Vous n'en êtes pas très loin. Joker. Ça veut dire quoi, Joker? Ça veut dire que c'est vrai que les services israéliens, comme tous les services du monde, ont des services actions qui permettent de liquider, je dirais, différentes personnes avec différents modes opératoires. Et donc c'est vrai que cela s'apprend, c'est vrai qu'il y a une technologie. La technologie évolue, je dirais, au fil non pas des ans ni des mois, au fil des jours. C'est une technologie de plus en plus poussée et quelquefois c'est vrai qu'on n'a même plus besoin, je dirais, d'envoyer des agents sur place. Ça peut se faire, je dirais, à distance. Mais toujours est-il qu'il y a quand même, au-delà de ça, une demande d'un renseignement et de renseignement très poussé pour arriver à je dirais, à cette réussite d'une élimination d'une personne dans un lieu précis à une heure précise. Alors tout ça, évidemment, rentre avec différents paramètres. Il faut que un alignement des planètes pour que tout puisse marcher comme il le faut. Et quand à un moment donné, il y a cette fenêtre de tir qui s'ouvre, où il y a un feu vert, où il y a un feu orange, où il y a un feu rouge, là il y a eu un feu vert et ça a réussi. Regardons ce qui se passe
partout, c'est-à-dire il y a l'assassinat ciblé de Haniyeh, il y a aussi la mort de Choker. Elle se confirme, le chef du Hezbollah, dans le bombardement hier dans le quartier sud de Beyrouth, avec là encore beaucoup de réactions. Est-ce qu'Israël est en train, et je vous pose la question, Antoine Basbouh, je poserai la même à M. Goldin, d'entrer dans une guerre généralisée en Orient? Non, au contraire, c'est une guerre technologique de haute performance. Si le renseignement a échoué le 7 octobre, il a redressé la barre aujourd'hui et il a fait 2 coups, un doublé hier à 10 heures d'écart dans 2 capitales différentes, toutes les 2 qui dépendent de l'Iran et qui sont aux ordres des Pasdaran. Le colonel Goya, qu'on va recevoir tout à l'heure, disait on danse sur un volcan. Il y a l'hypothèse, disons, de l'escalade maîtrisée où Israël tue, il y a une réaction mais on s'arrête à un certain degré. Il y a l'hypothèse du dérapage général, c'est-à-dire de la guerre générale où Israël doit faire la guerre à la fois contre le Hezbollah, contre le Hamas à Gaza, contre l'Iran. Ça fait partie des scénarios? Je crois que les menaces capitale contre capitale, port contre port, aéroport contre aéroport de Nasrallah, on va voir s'il va les appliquer. Là, il ne peut pas rester l'arme au pied, les mains croisées. C'est une épreuve pour les 2 parties, autant pour l'Iran, pour les Pasdaran, que pour son proxy au Liban, qui est le Hezbollah. Donc, mais je crois qu'ils n'ont pas envie d'une guerre frontale et totale parce que ils veulent imposer à Israël une guerre d'usure qui l'épuise et qui l'enlise, et pas une guerre frontale dans laquelle les États-Unis vont s'impliquer et à ce moment-là détruire l'Iran et du coup tout s'effondrera derrière. Même question, Stéphane Goldin, est-ce que le risque ou la possibilité, certains peuvent le souhaiter, d'une guerre généralisée est là? Je suis assez d'accord avec l'analyse de M. Basbouh. Il y aura, je pense que personne ne veut une guerre généralisée, ni Israël, ni les Iraniens d'ailleurs dans cette affaire, mais c'est vrai qu'il y aura des ripostes. Il est probable que ce soit des ripostes combinées avec l'Iran, les Houthis, le Hezbollah. Personne pour le moment on sait. Il y a eu un haut responsable des Houthis qui était à Téhéran hier ou avant-hier. Donc tout ça actuellement est en train de se mettre en place. Il y aura de toute façon une riposte, mais c'est vrai que personne n'a intérêt à généraliser et à aller vers une guerre régionale. Je pense qu'on est vraiment dans le diseux et non pas dans le faiseux pour un peu paraphraser ce que vient de dire M. Basbouh. Toujours est-il que la guerre d'usure que veut nous imposer l'Iran ne pourra pas non plus rester sans réponse d'Israël, parce que ça deviendra invivable pour les habitants d'Israël, qu'ils soient au nord, au sud ou au centre du pays. La possibilité qu'il y ait un embrasement général. Alors l'axe, disons, anti-occidental joue beaucoup sur cette idée-là. La Russie notamment, qui pourtant en termes d'assassinat politique, évidemment, se pose là, comme on dit. Écoutez, la Russie, par la voix de M. Peskov, qui condamne ce qui se passe et qui parle du risque d'embrasement général. Nous condamnons fermement cet attentat qui a entraîné la mort d'Ismail Haniyeh. Nous pensons que de telles actions sont dirigées contre les tentatives d'établir la paix dans la région. De plus, elles peuvent déstabiliser de manière significative une situation déjà tendue. Voilà, les déclarations des Russes, il y a beaucoup de déclarations dans ce genre-là, les Syriens, etc., etc., les Chinois. Lisez ce que dit Erdogan, le président de la Turquie, sur le fait que, selon lui, c'est l'assassinat perfide d'un frère. Il présente M. Haniyeh comme un frère. Je ne sais pas si on peut lire la déclaration de Erdogan. Est-ce qu'il faut s'attendre là, vous disiez parole, encore à seulement une déclaration ou plus que ça? Non, Erdogan, il échange avec Israël pour 6 milliards de dollars. Et il a besoin pour son économie. Il avait renvoyé l'ambassadeur à l'automne dernier. Et en même temps, il a donné un passeport turc à M. Haniyeh pour lui permettre de circuler. Donc de ce fait, il faut satisfaire son opinion publique, sa base sociale, mais en même temps ne rien faire pour qui remette en cause les intérêts économiques de la Turquie. Donc là aussi, c'est parole et parole. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie cumulée dans toute cette affaire. L'hypocrisie aussi, rappelons-le, tous ces Occidentaux qui auraient pu demander l'extradition d'Haniyeh depuis des mois, qui ne l'ont pas fait.
Non, il traite avec lui pour passer les messages à Sinwar, à Gaza, et pour libérer leurs otages. Et donc, il était le chaînon de transmission des informations et des échanges et des négociations avec les gens de Gaza. On va entendre une voix qui fait autorité en matière militaire.